Bonjour groupe, Jean-François Sénéchal. Deuxième partie du podcast cette semaine. Je vous avais réservé ce podcast. En fait, j'ai prévu le publier ce vendredi, donc vous devriez l'entendre ou m'entendre ce vendredi. J'avais prévu cet épisode pour vous parler des évaluations de secours. Je sais que c'est une partie importante pour vous, évidemment, là, les évaluations. Je propose de vous en parler, vous expliquer sommairement là, à quoi ça va ressembler. Il y a plusieurs évaluations. La première, c'est les forums de discussion. Donc, je vous explique un petit peu à quoi ça sert. D'abord, c'est 5 points. Je sais que c'est juste 5 petits points, mais je vous en prie, c'est très formateur comme exercice. En fait, je l'ai conçu pour ça. Vous vous rappelez, dans les derniers épisodes, je vous parlais des objectifs de chaque module. Je vous disais, bon, dans chaque module, il y a des objectifs à atteindre. Puis dans l'examen final, en classe, je vais vérifier si vous avez atteint ces objectifs. Je vous disais que dans cet examen final, j'allais vous poser toutes sortes de questions, dont des questions en développement court, moyen. Bon, il ne va pas y avoir seulement ça. Je vous disais qu'il y allait avoir des questions à choix de réponse. Il va y en avoir dans l'examen final. Des vrais ou faux, des questions d'association. Vous savez, des questions là, qui, somme toute, le ressemblent aux questions que je vous pose dans les questionnaires. Parce que les questionnaires aussi sont là pour vérifier, pour vous permettre à vous de vérifier si vous avez atteint les objectifs de module. Dans l'examen final, il y a un autre type de questions. Ce sont des questions à développement court ou moyen. Puis ce genre de questions-là, ça ressemble à des questions posées dans les forums de discussion. Donc là, je vous le répète, là, il va y avoir des questions à l'examen. Parmi ces questions, il va y avoir des questions en développement court et moyen. Puis ça ressemble à des questions que je pose dans les forums de discussion. D'où l'importance, là, même si c'est seulement 5 points, d'y participer, d'aller lire aussi ce qui s'y raconte, parce que l'objectif de ces forums, vous l'avez compris, c'est de vérifier, bon, d'abord votre compréhension du texte, de la matière, vous aider personnellement à vérifier si vous avez atteint les objectifs de chaque module, mais aussi, c'est un forum de discussion, là, donc vérifier si vous avez atteint collectivement les objectifs de chaque module. Puis je pense que c'est ça qui est intéressant, là. Ensemble, vous répondez à des questions qui ressemblent à des questions d'examen, des questions à développement court et moyen. C'est pour ça que c'est formatif, hein. D'abord, vous exercez, ensuite lire ce que les autres ont répondu, peut-être vous servir même de ce que les autres ont répondu en les citant, puis en démontrant comment, là, tranquillement, là, la réponse à la question posée s'enrichit, puis ça va vous permettre de mieux vous préparer à l'examen final. Concernant l'outil qui s'appelle le Forum de discussion de l'ENA, l'outil en tant que tel, là, il est épouvantable. Il est pas bon. Il est pas bon. Écoute, c'est épouvantable. C'est peut-être fort, là, mais j'arrête pas de le répéter à l'équipe des TI de l'université qui sont en train de travailler sur l'ENA 2, là, mais pour l'instant, je dirais que l'outil, il est assez maladroit. C'est pas vraiment un forum de discussion comme on voit sur les autres forums de discussion, là. Vous savez, habituellement, les forums de discussion, il y a des outils de tri là, qui nous permettent d'avoir les réponses les plus pertinentes tout en haut. C'est pas ce qui se passe sur les forums de l'ENA, là. C'est une suite de réponses chronologiques, puis celle que vous allez lire en premier, c'est la première réponse. Puis ça veut pas dire que c'est la plus pertinente. Donc souvent, faut se promener, puis être dans un groupe de 200, ça se peut qu'il y ait beaucoup de réponses. D'où votre effort là, pour vous à regarder les autres réponses, à faire des résumés synthétiques. Quand je vais avoir des réponses qui sont plutôt bien conçues ou qui résument une partie du contenu, je vais essayer de la mettre en évidence. Mais voilà, on va faire avec ce qu'on a. L'outil est loin d'être idéal, mais aidez-moi, aidez-nous, aidez-vous
avec cet outil-là, c'est-à-dire que, bon, lisez les réponses, faites des résumés, essayez d'être assez concis et synthétique, là. Je sais qu'il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas écrire, qui vont se contenter de très peu, souvent trop peu. Puis il y en a d'autres qui vont y aller avec les romans, là, essayer de trouver le juste milieu, là. Des réponses qui sont aidantes pour vous, pour les autres, qui sont bien structurées. Puis tout ça, ça serait aidant pour l'ensemble du groupe. Donc, tout ça pour un 5 petits points. Ça exige un minimum de 5 contributions. Euh, 5 contributions, vous savez, dans les sessions passées, j'exigeais 10 contributions. Ça se peut que vous voyez ça, même le nombre de points, j'accordais 15 points. C'est vous démontrer l'importance que j'accorde à ces forums de discussion. Mais en même temps, bon, l'outil est formateur, mais je trouvais que c'était proportionnellement, c'était beaucoup trop de points pour les forums de discussion versus ce que les autres évaluations de ce cours. Donc, j'ai remodelé. Ça se peut qu'il y ait des traces. Là. Si vous voyez des traces des anciennes moutures du cours, faites-moi signe. Mais pour l'instant, les instructions sont simples. 5 contributions minimum. Dès que vous contribuez, moi, je lis tout. Je corrige tout. Puis, je vous donne une note. Puis, d'ailleurs, je vais publier une note provisoire, probablement autour de la mi-session, là, je vais vous publier une note. Ça ne sera pas votre note finale pour les forums de discussion, mais ça va vous permettre de constater où vous en êtes aussi. Donc, s'il y en a qui se demandent bon, à quoi ça peut ressembler, mes contributions au forum, comment je fais pour avoir la meilleure note possible, c'est 5 points, mais évidemment, il y en a qui veulent aller chercher les 5 points et avec raison. Je dirais que si vous contribuez 5 fois puis que vos contributions sont moyennes ou bonnes, vous allez avoir autour là, de 3,75 sur 5. Là. Je me suis donné une grille, là, puis ça correspond à peu près à ça. Donc, c'est à peu près 3,75, c'est 75%. Si vous voulez avoir un peu plus, ben, il va falloir en faire un peu plus. C'est-à-dire que justement, résumer les billets de vos collègues, compiler des tableaux, faites-nous des schémas. Il y en a qui produisaient des vidéos synthétiques, puis des capsules audio. Pourquoi pas? Là, devenez YouTuber et podcasteur si vous le souhaitez. Proposer dans les contributions des forums inédits aussi, c'est une belle façon de démontrer que vous en faites un peu plus. Donc, pas des textes que, ben oui, c'est évidemment utiliser les textes que je vous ai proposés. Mais si vous avez d'autres nouveaux textes à proposer, c'est important. Euh, donc, voilà, essayez de résumer clairement les propos de vos collègues, des schémas, faites des résumés synthétiques. Tout ça, là, c'est des contributions qui valent un peu plus. Puis vous allez voir, bon, 5 contributions, c'est pas si épuisant que ça, mais je dirais que c'est votre lieu d'écriture et de travail. Si vous écrivez pas très bien, c'est pas grave. L'important, c'est de vous pratiquer, hein, parce qu'à l'examen final, vous serez seul avec votre copie, puis vous aurez à répondre à des questions qui ressemblent à ça. Donc, pratiquez-vous. C'est votre champ de pratique. OK, parlons peut-être des travaux d'équipe. Vous avez remarqué dans ce cours, il y a plusieurs travaux d'équipe. Puis, il va falloir déjà, vous êtes en train probablement de constituer ces équipes. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas friands des travaux d'équipe, mais en même temps, ça reflète la réalité du milieu. Dans votre futur milieu de travail, ben, vous allez voir les travaux à distance, collectifs, en petits groupes, c'est commun. Là aussi, hein, c'est le moment pour vous de vous pratiquer. C'est pas le temps d'attendre le début de votre carrière avant de commencer à devenir bon ou d'acquérir ces compétences. C'est là, dans le confort de l'université, là, vous pouvez déjà vous pratiquer. Pour vous, ça commence par faire vos équipes. Hein? Donc, vous avez jusqu'au 17 mai. Ce sera à 17 heures pour vous pour former vos équipes. Ça peut être avec vos amis, si vous le souhaitez. Mais je vous suggère aussi d'intégrer une ou deux personnes que vous ne connaissez pas, parce que ça aussi, c'est une façon de vous exercer à affronter la réalité, parce que vous ne travaillerez pas toujours avec vos amis. Ils sont bien fins.
Vous travaillerez avec peut-être d'autres personnes, vous irez prendre un verre avec vos amis plus tard, mais ça ressemble un peu à ça. Le terrain, profitez-en peut-être pour inviter dans votre équipe des personnes que vous ne connaissez pas, dont le nom est peut-être plus difficile à prononcer pour vous. Je le dis comme ça aussi subtilement. En fait, c'est pas subtil du tout. Là, on parle des idéaux EDI à l'université, équité, diversité, inclusion. Moi, d'ailleurs, j'en dirai quelques mots pendant le cours. Ça fait partie de l'éthique. EDI, c'est un peu aussi ça, à intégrer avec vous dans certaines équipes des personnes qui mériteraient d'être plus aisément intégrées dans nos habitudes et dans notre monde du travail et d'études. Et pour celles et ceux qui auront de la difficulté à se trouver une équipe, il y en aura, il y en a qui arriveront un peu tard, là, puis rassurez-vous, là, je vais m'occuper de vous intégrer, justement, même lorsque la période de création des équipes sera échue, ben, je vais m'occuper de vous ajouter à des équipes déjà constituées. C'est sûr que vous risquez d'arriver un peu tard dans les équipes, d'où l'importance de faire un effort redoublé pour vous intégrer rapidement à l'équipe, puis aux équipes qui vous accueilleront. Là, je les invite aussi à vous accueillir décemment, puis de façon professionnelle, c'est-à-dire qu'en vous confiant rapidement des tâches, en s'assurant que tous les membres de l'équipe ont des tâches et des responsabilités, puis que tout le monde accomplit son boulot. Parlons des TP maintenant. Vous le savez, vous avez deux gros TP, donc en équipe, encore une fois, mais deux TP, la somme des TP, vous allez voir, c'est 30 points. Donc 30 points dans votre cours, c'est pratiquement le tiers des points dans ce cours, c'est les TP. Il y a deux travaux. Le premier, c'est la rédaction d'un problème d'éthique appliquée. Donc, vous devrez rédiger votre travail d'équipe pour 5 points et résoudre ce même problème pour 25 points. Le TP1, je le disais, vous devez créer vous-même un problème éthique. Ce n'est pas moi qui va vous le proposer, c'est vous qui allez trouver votre propre problème éthique. Puis le problème éthique que vous allez me trouver, c'est un problème qui reflète la réalité d'exercice de votre future profession. Donc, si vous la connaissez mal, c'est le moment déjà de vous familiariser avec tout ça parce que vous devrez me trouver un vrai problème que vous allez pouvoir rencontrer dans quelques années dans votre milieu de travail. Donc, un vrai problème. Ça veut dire qu'il doit être réaliste, concret. Puis tout ça, vous devez me faire ça sur une page, cette rédaction-là. Donc, c'est pas très long, mais je dirais que le problème que vous allez avoir, c'est de trouver le problème et non pas de le rédiger. Donc, je suggère de faire des recherches, de consulter peut-être celles et ceux qui vous entourent, qui ont peut-être une expérience plus concrète du terrain. Je ne veux pas un problème générique qui est proche de la science-fiction. Là. Je veux un vrai problème personnel, concret, réaliste. Encore une fois, là, que vous pourriez vous-même rencontrer dans vos premières années d'exercice de la profession. Donc, les critères pour ce TP1, puisque ça s'en vient quand même assez vite, là, la date de dépôt de ce TP1, je vous donne déjà les critères. Le premier critère, c'est plausibilité. Donc, proposez-moi un problème qui est plausible, c'est-à-dire qu'il doit être fréquent dans l'exercice de la profession. Vous savez, dans le module 1, je vous parlais de l'histoire de Karen Duhamel que vous avez sûrement, qui a sûrement marqué vos esprits. L'histoire de Karen Duhamel, elle est fascinante, passionnante, instructive, mais elle est rare. Rare. En fait, je ne vous souhaite pas de rencontrer ce genre de problème. Moi, ce que je veux, c'est des problèmes éthiques qui sont plus fréquents. Hein? Peut-être un peu moins graves que le problème rencontré par Karen, mais ce que je veux, c'est des problèmes qui sont peut-être moins graves, mais plus communs. C'est ce que je veux dire par plausibilité. Le deuxième critère, c'est le critère de réalisme. Réalisme, ce que je veux dire, c'est que dans l'énoncé et dans la rédaction de votre problème, ce que je veux, c'est que ça reflète la réalité. Donc, je veux de vrais employeurs,
de vrais sites Internet avec de vraies compagnies, un vrai contexte de travail réaliste. Dans le vocabulaire utilisé, là, je veux que ça ressemble à la réalité. Une vraie ville, de vrais outils, un vrai langage technique. Tout ça, si vous faites ces 2 premiers critères, ça vous permettra d'avoir un problème qui me sera proposé bientôt et un problème qui sera plausible et réaliste. Donc, un problème peut-être moins passionnant là, que les problèmes éthiques là, qu'on voit dans la science-fiction. Là. Donc, un bon épisode de Black Mirror, là, c'est toujours bon, mais c'est pas très fréquent. C'est pas encore là, ces problèmes. Ça veut pas dire qu'il y a des enjeux éthiques le fun, mais ça veut dire que c'est pas exactement ça la réalité en ce moment. Donc, moi, ce que je cherche dans vos TP1, ce sont des problèmes, encore une fois, réalistes, plausibles, au sens où ils sont plus fréquents qu'on le pense. Le 3e critère, c'est un critère d'urgence. En éthique, surtout en éthique appliquée, on aime ajouter cette dimension-là. Là. Souvent, on a un problème éthique, mais on n'a pas l'éternité pour résoudre le problème. Hein. C'est pas de l'éthique là, philosophique, de l'éthique théorique où on a l'éternité depuis, ou presque depuis Aristote et Platon pour résoudre des problèmes. Là, c'est de l'éthique appliquée. Donc, on a un problème délicat et on n'a pas beaucoup de temps pour le résoudre. Ça ressemble un peu à votre délai pendant la session. Là. Donc, vous allez me proposer un problème en quelques jours. Vous allez devoir le résoudre en quelques semaines. Puis ça ressemble un peu à la réalité, un problème là, plausible, réaliste, puis qu'on doit résoudre. On n'a pas l'éternité là, pour résoudre ce genre de problème. Autre critère, l'originalité. Ce que je veux dire ici, c'est que je veux pas de plagiat, je veux que ça vienne de vous. Je veux pas de copier-coller facile. Je veux que vous soyez capable de créer vous-même votre propre problème, que ce soit dans les idées ou dans le contenu. Donc, le contenu, le contenant, c'est le vôtre. Peut-être quelques mots sur ChatGPT en ce moment. Là, j'imagine que vous connaissez ChatGPT. Écoutez, même ma mère connaît ChatGPT. Donc, vous connaissez cet outil, en fait, tous les outils là, d'IA générative. Ce sont des outils extrêmement puissants, extrêmement intéressants. Écoutez, allez au moins les tester, là, ces outils-là. Là. Mais n'oubliez pas que même si ces outils-là existent, vous êtes à l'université pour apprendre. Des fois, il faut le rappeler, je ne sais pas pourquoi, mais c'est ça le but, hein, c'est que vous soyez compétent, compétent aussi en rédaction, en lecture. Donc là, ici, c'est sûr que ça ne fait pas partie de mes objectifs de cours, de vérifier vos compétences en écriture et lecture, mais ça fait partie des objectifs de votre formation universitaire d'être compétent en lecture et écriture. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que moi, je ne vois pas de problème majeur, je dirais, pour utiliser tous les outils dont vous disposez, y compris ChatGPT, pour écrire, pour réviser, pour traduire. Ça fait partie des outils possibles en ce moment. Mais je vous invite aussi à être prudent. D'ailleurs, j'ai donné mes instructions là, concernant, vous irez voir sur les notes du cours, là, j'ai une section complète sur l'utilisation prudente de ChatGPT ou ChatGPT, pas ChatGPT. J'ai mis ça dans la section évaluation. Justement, je vous suggère d'aller consulter ça parce que vous allez voir, mes consignes sont là. Je vous conseille, je vous autorise à utiliser prudemment ChatGPT. En gros, vous devez vous assurer d'être compétent, vous devez vous assurer que ce que ChatGPT va vous dire que c'est bon, c'est vrai, c'est valide. Puis en plus, il y a toujours l'obligation de transparence. Vous devez me le dire. Si vous avez utilisé ChatGPT, faites juste me dire, bon, je l'ai utilisé pour la traduction ou pour la révision du français, puis on va être bons copains. Hein? Il n'y aura pas de problème avec ça. Mais l'important, c'est de le faire avec transparence, puis pas que ça vous serve de béquille. Hein? Vous devez être capable de lire, écrire par vous-même. Puis une fois que c'est là, vous pouvez utiliser ces outils pour vous aider et vous assurer que
que ça soit plus facile pour vous peut-être de faire tout ça au plus efficace. Mais à la fin, avec tous ces beaux outils, ce qui est important pour moi, c'est que vous me proposiez un TP, un premier problème éthique qui est plausible, réaliste, urgent et original. Hein? Donc, c'est important. Il y a beaucoup de problèmes éthiques au boulot. Il faut en trouver un. Il faut trouver le vôtre. Puis, à ce moment-là, ce sera plus simple pour vous de le rédiger. Il y a un autre critère aussi que j'aime bien mentionner, c'est lorsque je vais corriger vos TP1, je vais m'assurer que votre dilemme éthique, donc votre problème, là, habituellement, un vrai problème éthique, il y a une tension entre deux voies morales. Puis, ce que je veux, c'est voir un équilibre, hein, dans ce dilemme éthique. C'est-à-dire que le dilemme, s'il est bien équilibré, vous devez m'expliquer pourquoi aller à gauche, c'est bien, et pourquoi aller à droite, c'est bien aussi. Puis s'il y a un équilibre, on devrait, à la fin de l'énoncé de votre TP1, on devrait hésiter entre ces deux voies. Puis si vous arrivez à cet équilibre-là, vous avez un bon équilibre, un bon TP1, puis un problème réaliste, plausible, original, urgent et en plus en équilibre. Donc, c'est ce que je souhaite lire dans vos futurs TP1. C'est ça, hein, c'est assez simple. Vous me rédigez un vrai problème éthique réaliste, plausible, concret, équilibré. Puis, je dirais que ça a l'air simple comme ça, mais ça reste que c'est un exercice qui est difficile pour vous. Pas difficile c'est pas difficile rédiger un problème éthique à peine un trois quarts de page. Mais ce qui est difficile, c'est de trouver un vrai problème éthique pertinent pour vous, réaliste, concret. Encore une fois, là, je vous invite à consulter peut-être celles et ceux, il y en a qui ont de la famille, là, qui exercent déjà la profession, consulter des personnes qui ont une expérience du terrain, puis ils vous aideront à identifier de vrais problèmes éthiques que vous allez bientôt rencontrer dans l'exercice de votre profession dès que vous serez sorti des bancs d'école. Hein? Puis là, ça vous permettra de vous exercer, de vous exercer à l'université parce que ce sera le TP2. Hein? Le TP2, votre deuxième travail pratique, lui, il vaut 25 points. Et c'est ce que vous devrez faire dans ce TP2. Vous devrez résoudre votre propre problème éthique que vous m'avez soumis dans le TP1. Concernant les instructions du TP2, je ne vous les donnerai pas dans cet épisode du podcast. Je vais attendre un peu plus tard parce que je le sais, par expérience, je le sais que mes étudiants en ce moment, c'est assez loin dans leur tête. Le TP2 en ce moment-là sont déjà dans la tourmente du début de la session avec les équipes, le TP1, ça va vite, comment ça fonctionne ce cours-là, il faut que j'écoute les podcasts, il faut que j'écoute les vidéos. Donc, les instructions concernant le TP2, je vous rassure, elles seront aussi claires que les instructions que j'ai données pour le TP1, mais ça viendra plus tard. Ce que je me permets déjà de vous dire, c'est que dans ce TP2, ce que vous allez faire, ça vous permettra de voir un peu le contexte de votre TP1. Là. Dans le TP2, vous devrez résoudre votre propre problème que vous m'aurez vous-même proposé dans votre TP1. Hein? Donc, vous voyez un peu l'importance là, que pour vous, là, pour que ce TP1 soit intéressant, pertinent, utile, pratique, concret, réaliste. Vous pouvez rédiger n'importe quoi dans votre TP1, mais ce serait une très mauvaise idée parce que vous allez être pogné vous allez être pris avec votre TP1 pour résoudre ce TP1 dans le TP2. Puis là, vous allez être pris pour analyser et résoudre pendant plusieurs heures, je vous le dis. Plusieurs heures, vous allez résoudre un problème que vous trouvez, si vous avez mal fait votre TP1, là, vous allez passer plusieurs heures à analyser et résoudre un problème que vous trouvez inutile, peu pertinent, pas intéressant.
Puis pourquoi? Ben parce que vous l'avez vous-même rédigé négligemment en une heure là, en vous disant que bon, ça vaut juste 5 points. Faites attention, ça vaut juste 5 points, mais en même temps, ces 5 points-là sont intimement liés aux 25 points du TP2. Soyez prudent. Hein? Donc, le TP2, c'est lié au TP1. Puis dans le TP2, vous devrez analyser et résoudre le problème que vous m'avez soumis dans votre TP1. Puis pour l'analyser, ben, je vais vous expliquer dans les prochains modules une grille d'analyse. C'est au module 4. Je vais vous expliquer comment utiliser cette grille pour résoudre votre TP1. Puis dans le TP2, vous allez aussi me remettre un rapport décisionnel. Donc, une fois que vous allez avoir analysé attentivement votre TP1 à l'aide de la grille d'analyse, vous allez m'expliquer votre décision. Donc, ça, c'est le rapport décisionnel. C'est toujours dans le TP2. Vous allez m'expliquer, ben, il y avait un problème, le TP1. Vous l'avez analysé avec la grille d'analyse. Puis, voici votre décision. Puis, le rapport décisionnel, c'est ça. Là. Voici ma décision. Voici pourquoi ma décision, elle est bonne. Puis, voici les arguments que j'ai trouvés parce que j'ai fait une analyse soignée. Puis voilà. Donc, voici mes principaux arguments. Ce sera des arguments qui sont évidemment rationnels, documentés, rigoureux. C'est ce qui vous attend avec ces 2 TP. Je sais que c'est peut-être beaucoup à recevoir là en ce moment, mais concentrez-vous déjà sur le TP1. Puis si vous le faites bien, le TP2 se fera plus aisément, puis vous recevrez les instructions en temps et lieu. Autres évaluations dans ce cours, il y a 2 examens. Il y en a 2 des examens. Il y en a un qui est à la mi-session, qui sera une sorte d'examen de pratique que vous allez faire à distance, à la maison ou dans un café, vous verrez. Et un autre que vous allez faire à la toute fin de la session, en classe, sous surveillance. Donc, l'examen 1, il vaut 15 points. Je vous le disais, c'est un examen plutôt un examen de pratique que vous ferez dans le confort de votre foyer avec tous les outils que vous voulez utiliser autour de vous. Ça dure pendant 1 semaine. Donc, vous allez voir, l'examen il est particulier. Là, il se fait à distance, mais vous allez voir, il va être disponible du 3 juin au 11 juin. Donc, c'est pendant un peu plus d'une semaine. L'examen, vous allez voir, il est divisé en 5 parties. Puis 5 parties, c'est pas parce qu'il y a une partie qui est liée à un module. Là. 5 parties, c'est juste pour vous permettre de faire l'examen en petits morceaux. Tous les morceaux sont là pendant 1 semaine, mais vous avez 1 semaine pour faire chaque partie, chacune de ces 5 parties de l'examen. La différence, c'est qu'au moment où vous allez ouvrir une partie de l'examen, vous avez 45 minutes, pas plus, pour le faire. C'est un peu ça la limite. C'est-à-dire que vous avez toute la semaine pour faire votre examen divisé en 5 parties, mais soyez prudent parce que dès que vous ouvrez une partie, vous avez 45 minutes chronométrées pour la faire et la soumettre. Cet examen de mi-session, vous avez droit à tout. Tout sauf d'anciennes copies d'examen. Donc ça, évidemment, j'en interdis la circulation, la reproduction. Si vous envoyez, faites-moi signe, s'il vous plaît. Je fais mes recherches de mon côté aussi. Mais c'est pour ça que je ne le permets pas. C'est parce que moi-même, j'ai mes outils de formation. Puis je ne veux pas qu'il y ait de copies qui circulent autour de moi ou sur le campus ou dans certaines associations étudiantes. C'est une très mauvaise idée. Je pense que c'est aux profs de penser à des exercices formatifs pour vous former et non pas aux étudiants qui doivent contourner le système, sinon se mettre en soupçon de triche ou en position d'infraction universitaire. Voilà, je dirais ça comme ça. Donc, vous avez le droit à tout, sauf des anciennes copies. Vous avez même le droit, mais évidemment, quand vous allez rédiger votre examen, vous avez même le droit à ChatGPT pour vous aider à la rédaction. Mais je dirais que l'important, c'est que c'est un examen de pratique. C'est important de vous pratiquer parce que lorsque, à la fin de la session, vous allez être en classe, seul, avec votre examen et votre copie, d'où l'importance de vous pratiquer un peu
pendant cet examen. Donc, vous avez le droit un peu à tout, mais assurez-vous d'être prêt au moment où vous rédigez cet examen parce que l'examen final, le contexte sera un petit peu plus stressant et différent où là, les outils, il y en aura très peu. Sinon, un crayon et un cerveau bien préparé. L'examen de mi-session, je dirais que tout est permis, même la consultation d'autres étudiants. En fait, je vous ai proposé une formule. Je ne veux pas de groupe d'étudiants là, qui font l'examen en même temps, là. C'est pour ça que dans ma formule que je vous propose, une formule, j'appelle ça la formule mariage. Bon, c'est peut-être un terme un peu daté, mais pourquoi pas? C'est de vous lier à une seule personne qui peut vous aider pendant l'examen. Ça évite le stress d'oublier un terme, puis de paniquer, puis l'autre à côté souvent peut vous aider. La seule chose que vous devrez faire pendant l'examen, c'est l'examen de mi-session, c'est de mentionner que vous avez reçu l'aide d'une personne, puis même de mentionner le nom de cette personne. D'ailleurs, la question 1 de chaque partie d'examen, ça va être ça la question, là. Mentionnez le nom de la personne qui est avec vous, sinon mentionnez votre propre nom. Ça sera la question 1, ça sera vite fait, vite répondu. Quoi d'autre à dire sur cet examen 1? Ben, faites attention, c'est-à-dire que tout le contenu intellectuel, je vous ai dit, là, vous pouvez utiliser les outils pour vous aider, mais en même temps, tout le contenu intellectuel doit être le vôtre. Hein? C'est-à-dire que si vous êtes servi de contenu utilisé sur Internet, ben, vous devez citer vos sources, vous devez indiquer vos sources. Si vous utilisez ChatGPT, il faut le mentionner, parce que si vous ne mentionnez pas vos sources, si vous ne mentionnez pas ChatGPT, puis à la fin, je me rends compte que vous avez utilisé ChatGPT sans le dire, ou que vous avez utilisé du contenu sur Internet sans citer, ben là, on peut vous sanctionner. Puis ChatGPT, il y en a qui me demandent comment tu fais pour le démontrer. Ben c'est facile. Si votre réponse est parfaitement parfaite à l'examen de mi-session, puis que ChatGPT n'est pas mentionné, puis à l'examen final, vous avez de la difficulté à mettre 3 mots d'affilée sans faire une faute ou sans qu'on n'y comprenne rien, ben c'est ça, la démonstration. Hein? Donc, vous pouvez utiliser pour vous faire aider, mais assurez-vous de le mentionner. Puis assurez-vous surtout d'être compétent d'ici la fin du cours. Voilà. Hein? Donc, sinon, concernant cet examen de mi-session, là aussi, je vous donnerai quelques instructions ou je vous répéterai peut-être ces instructions tout juste avant l'examen de mi-session. Reste l'examen final, donc l'examen 2, un gros examen en classe, il vaut 40%. Pour vous, ça va se passer le 16 juillet de 18h30 à 20h30. Donc, déjà projeter cette date, bloquer cette date à votre agenda. 2 heures en classe, le matériel permis, rien. Sinon, encore une fois, votre crayon, votre cerveau. Consultation interdite, un vrai examen typique en classe, d'où l'importance, encore une fois, de vous pratiquer à l'examen de mi-session à travers les nombreux exercices formatifs que je vous donnerai au cours de la session pour être compétent d'ici là. Voilà, ce sont vos évaluations pour le cours éthique et professionnalisme. Peut-être ajoutons, oui, j'oubliais les questionnaires. Donc, il y a des questionnaires individuels. Les questionnaires valent 10 points. Vous allez voir ces questionnaires à la fin de chaque module. Je vous propose un questionnaire qui, là aussi, vous permet de vérifier si vous avez atteint les objectifs du module en question. Puis là, dans ces questionnaires, c'est des petites questions assez simples avec des vrais, faux, des choix de réponse, des questions d'association. Ça aussi, ça ressemble à des questions d'examen, d'où l'importance de se pratiquer un peu, encore une fois, d'ici là. C'est tout pour vos évaluations. Donc, je les répète. Les évaluations sont les suivantes. Questionnaire, 10 points. Forum de discussion, 5 points. TP1, petit 5 points, mais qui est lié à un gros 25 points, qui est le TP2. Examen 1, 15 points. À distance, avec vos outils, on se pratique. Examen 2, 40 points en classe. Et si vous faites le cumul, on est rendu à 100 points
plus des petits points bonus cachés dont je me sers avec mon système de trophées, badges et récompenses. C'est des points qui sont chèrement gagnés, mais en même temps, je me sers de ce système pour stimuler votre engagement dans ce cours, pas vous contraindre, mais vous stimuler à faire ce que vous devriez faire dans ce cours. Donc, si vous le faites bien, si vous êtes engagé, si vous travaillez, si vous participez au cours, vous aurez des petits badges, des petits trophées. Puis en cumulant ces badges et ces trophées, vous cumulerez peut-être quelques petits points de bonus cachés ça et là. C'est tout. Hey, gros début de session. Bravo, vous y êtes. Je vous souhaite un excellent week-end. On se revoit ici même dans ce podcast la semaine prochaine. Oui, je l'ai publié le mardi. Donc, on se dit à la semaine prochaine pour le module 3. Allez, bye bye.